L'Iran dispute le mondial aux USA, et le président américain vient de dire au monde qu'il fera à l'Iran ce qui doit être fait. Mesurez cela une seconde. Pas comme du sport, comme un fait sur le monde actuel. Gardez ces deux phrases ensemble, car cette combinaison, une menace géopolitique active lancée par l'hôte contre une équipe, est une situation inédite en 96 ans d'histoire du mondial. Jamais. Et je pense que la plupart des gens qui regardent les temps forts, suivent les tableaux, débattent de l'équipe qui sortira des groupes, n'ont pas pris la mesure de ce qui se trouve sous ce tournoi, comme une ligne de faille. Je vais vous montrer ce que je vois. Je suis L et j'utilise l'analyse de données pour repérer des schémas en géopolitique et en économie. Ce qui veut dire, en gros, que je passe un temps assez inconfortable à remarquer des choses que les institutions officielles préféreraient fortement que vous ne remarquiez pas. Et cette affaire se préparait déjà avant même le premier coup de sifflet. Le 22 juin 2026, Trump a déclaré à Trey Yingst de Fox News, Trey Yingst, je cite, que les USA maintiennent plusieurs options si les Iraniens ne prennent pas d'engagement sérieux à la table des négociations. Il a dit que les forces américaines pourraient en devenir, je cite, l'ange gardien du détroit d'Ormuz. Il a dit, s'ils ne concluent pas d'accord, nous percevrons des péages. Il a dit qu'il pourrait imposer une surtaxe de 20% sur chaque baril de pétrole transitant par cette voie maritime. Quelques jours plus tôt, il avait déclaré à Fox avoir averti les responsables d'Iran. Vous le fermez et vous n'aurez plus de pays. Ce sont ses mots. Ni tweet ni note de briefing. Un président des USA en exercice, s'adressant à la presse, affirmant avoir dit à un chef d'État étranger que son pays cesserait d'exister. Le contexte était le détroit d'Ormuz et la reprise de négociations sur un accord nucléaire. Rien de tout cela ne concernait le football, et pourtant cela vient s'abattre sur la situation comme un rocher lâché sur une surface déjà fissurée. Car voici à quoi ressemble la situation de cette mondiale, une fois retirés les communiqués et la langue diplomatique de FIFA. La sélection d'Iran est basée à Tijuana, au Mexique. Elle ne séjourne pas aux USA. Elle n'est pas autorisée à passer la nuit aux USA entre les matchs. Le Washington a imposé ce qu'il appelle une politique d'entrée le jour même, donc l'Iran peut franchir la frontière le matin du match, jouer ce match puis doit retourner au Mexique le soir même. Pas de temps de préparation prolongé sur le site, pas d'acclimatation nocturne, pas de fenêtre de 2 jours avant la rencontre, pourtant techniquement permise par les règles de FIFA dans des cas exceptionnels. La fédération a demandé cette fenêtre 2 jours avant son match contre la Belgique à Los Angeles et la demande rejetée. Nettement. Par Andrew Giuliani, représentant du comité d'organisation américain, qui a confirmé publiquement que les restrictions resteraient en vigueur et que l'Iran ne serait pas autorisé à rester plus longtemps dans le pays. Réfléchissez à ce que signifie concourir au plus haut niveau d'un sport lorsque l'autre contrôle votre accès physique au stade avec une laisse de 24 heures. Ce n'est pas un désagrément logistique, c'est un désavantage structurel délibéré, intégré aux conditions mêmes de la compétition. L'histoire des visas est encore plus nette parce qu'elle n'a pas commencé en juin. Elle a commencé en novembre dernier. L'Iran a boycotté le tirage au sort du mondial 2026 à Washington en novembre 2025, car les USA avaient refusé des visas à des membres de sa délégation, pas à des joueurs, aux dirigeants, aux personnes présentes au tirage pour connaître leur groupe. Les USA annonçaient dans plus tôt cette année-là une interdiction de voyager visant les citoyens de 12 pays, dont l'Iran. Des exemptions promises, le langage officiel indiquait que des visas seraient délivrés à tout athlète ou membre d'une équipe sportive, y compris les entraîneurs, les soutiens nécessaires et la famille proche, se rendant à de grands événements. Dans les faits, cette promesse ne signifiait presque rien pour quiconque n'était pas un joueur portant un maillot. Au début du tournoi, en juin 2026, la télévision iranienne a rapporté que 15 membres de la délégation de la sélection s'étaient vus refuser purement et simplement des visas américains. Le secrétaire général de la fédération, Hedayat Mombeini, figurait parmi celles interdites d'entrée. Tout comme le vice-président de la fédération, Mehdi Mohammad Nabi. Pas des figures périphériques. La direction même de l'organisation chargée de gérer l'équipe lors d'un mondial. La fédération a dénoncé un comportement vindicatif et une décision non sportive et entièrement politique. Le département d'État américain a répondu que tous les joueurs avaient obtenu des visas, ce qui est techniquement vrai et passe à côté du problème. Le problème était que 11 personnes responsables de la gestion d'une sélection en compétition ne peuvent pas entrer dans le pays où cette équipe est censée jouer. Pas un détail. L'Iran a alors déposé une plainte auprès de FIFA.
La plainte affirmait que la fédération était soumise à des restrictions de voyage contraires à l'esprit et peut-être à la lettre des règlements du tournoi de FIFA. L'article 18.3 du règlement 2026 de FIFA stipule que chaque équipe doit se rendre de son camp de base au lieu du match un jour avant la rencontre et, dans des cas exceptionnels, à MD2, c'est-à-dire 2 jours avant. L'interprétation iranienne était que voler depuis Tijuana, franchir une frontière internationale et gérer la logistique d'une sélection le jour du match constituait exactement le type de cas exceptionnel pour lequel cette règle avait été conçue. Le comité américain n'était pas d'accord. À l'heure où ces lignes sont écrites, FIFA n'a publié aucune décision annulant la position américaine. FIFA, l'organisation qui a remis un prix de la paix à Trump et dont le président s'est rendu à Washington pour entretenir la relation avec l'hôte, semble avoir conclu que la situation précise ne l'obligeait pas à arbitrer entre les intérêts de l'hôte et les droits d'une équipe. Réfléchissez à ce que cela signifie pour l'intégrité du tournoi. Puis Trump a de nouveau pris la parole le 22 juin. À propos du détroit d'Ormuz, à propos d'accords et de conséquences. Soyons précis, car la précision compte avec de tels enjeux. Trump ne parlait pas du mondial. Il parlait de négociations nucléaires et de voies maritimes pétrolières. Il parlait de la même campagne de pression que son administration mène contre Téhéran depuis la fin de la guerre d'Iran et la signature du mémorandum à Versailles. La fenêtre de négociation nucléaire de 60 jours, reportée dans cet accord, n'a toujours pas débouché sur un règlement définitif. Le détroit d'Ormuz reste un point de pression actif. Et la relation entre les USA et l'Iran demeure, selon toute lecture honnête, dans une hostilité maîtrisée qui pourrait basculer vers quelque chose de pire au détour d'une mauvaise conférence. Rien de cela n'est séparé des faits sur la pelouse à Los Angeles. Tout cela relève de la même histoire, racontée sous d'autres angles. L'un est géopolitique, l'autre est opérationnel. Mais le sujet est identique. Les USA utilisent simultanément leurs leviers structurels contre l'Iran dans tous les domaines disponibles. Il y a quelque chose que je trouve difficile à écarter d'un revers de main. L'Iran a déplacé son camp de base de Tucson, en Arizona, à Tijuana, au Mexique, peu avant le début du tournoi. Tucson est un véritable centre d'entraînement dans le sud-ouest américain, parfaitement situé pour une équipe appelée à jouer des matchs à Los Angeles et à Seattle. Tijuana se trouve de l'autre côté d'une frontière internationale. Déplacer l'équipe à Tijuana n'était pas une préférence, c'était une réponse à la situation des visas et aux restrictions d'entrée qui rendaient opérationnellement impossible le maintien d'une base aux USA. L'Iran dispute donc ses matchs de mondial aux USA, tout en vivant, en réalité, dans un autre pays. Les joueurs franchissent la frontière les jours de match et rentrent le soir même. Voilà la réalité des faits. Ni métaphore, ni exagération. Le véritable programme d'une sélection lors du Mondial 2026 organisé par les USA. Depuis des mois, je couvre sur cette chaîne les problèmes de cette mondiale. Les sièges vides relevaient trop d'un problème de tarification. Les chambres d'hôtel vacantes relevaient d'un problème de planification. Les difficultés de visa pour les supporters relevaient d'un problème de politique publique. Mais la situation iranienne est différente par nature, et pas seulement par degré. Il ne s'agit pas d'un cas où la cupidité commerciale de FIFA produit des conséquences involontaires. Il s'agit d'un hôte qui utilise activement son pouvoir administratif pour restreindre la capacité d'une équipe en raison d'une hostilité diplomatique vieille de plusieurs décennies. Et ensuite, le président de ce hôte fait une déclaration publique sur les conséquences auxquelles l'Iran devra faire face s'il ne se conforme pas aux exigences américaines, exactement le même jour où l'équipe prépare son match de phase de groupe dans une ville située à 20 minutes d'où ces déclarations sont diffusées. FIFA compte 211 associations membres. Chacune d'entre elles observe la manière dont cette affaire est traitée. Le précédent créé ici, celui d'un hôte pouvant refuser l'entrée à des responsables d'une sélection, limiter ses déplacements à des fenêtres de 24 heures, rejeter des demandes de flexibilité liées aux jours de match et simultanément proférer des menaces géopolitiques contre cette même nation, est un précédent qu'on ne peut plus effacer. S'il tient sans décision formelle de FIFA, il devient le modèle de toutes les futures Coupes du Monde organisées dans des pays ayant des différents politiques actifs avec des nations participantes. Le Qatar 2022 avait ses problèmes de droits humains. La Russie 2018 avait ses sanctions et son isolement diplomatique. Mais aucun de ces tournois n'a vu le président de l'hôte menacer publiquement le pays d'une équipe pendant le tournoi. C'est une catégorie nouvelle. Et cela s'est produit cette semaine. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je pense être à l'œuvre sous tout cela.
La négociation nucléaire entre les USA et l'Iran est le moteur. La situation du mondial est la surface d'une campagne de pression bien plus profonde que Trump mène depuis janvier 2025. L'accord signé à Versailles a reporté la question nucléaire à une fenêtre de 60 jours. Cette fenêtre est en train de se refermer. La déclaration Trump du 22 juin « Nous maintenons toute une série d'options » est autant une manœuvre de négociation qu'une menace. Elle vise à maintenir une pression maximale sur Téhéran à l'approche de l'échéance. Restreindre la délégation iranienne du mondial, vue sous cet angle, n'est pas une politique sportive. C'est un signal diplomatique. Il dit « Nous contrôlons votre accès. Nous contrôlons vos déplacements. Nous contrôlons l'entrée de vos dirigeants, ici. Si vous voulez que cela change, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le football est annexe. Le levier est structurel. » Et je pense que c'est la partie que presque personne dans les médias sportifs n'est prêt à dire à voix haute. Il y a un épisode net à Los Angeles auquel je ne cesse de revenir. Pendant le match Iran-Nouvelle-Zélande au SoFi Stadium, des supporters à l'extérieur du stade brandissaient le drapeau pré-révolutionnaire au lion et au soleil, symbole de l'héritage iranien que la République islamique considère comme illégal et que la FIFA a interdit dans toutes les enceintes du tournoi. Un tribunal de Los Angeles a rejeté un recours de dernière minute contre cette interdiction. Les agents de sécurité avaient reçu l'ordre de confisquer les drapeaux aux entrées. Un homme tenant un drapeau américain s'est vu demander de le déplier pour inspection. Des supporters portant le lion et le soleil sur un t-shirt ont été sommés de retourner leurs vêtements. Et à l'intérieur du stade, un groupe de supporters a fait entrer séparément des morceaux de tissu, chacun assez anodin pour passer seul les contrôles, avant de les coudre ensemble pendant le match afin de créer le drapeau interdit, qu'ils ont ensuite déployé depuis les tribunes pendant le match. Prenez un instant pour mesurer cela. La sélection de la République islamique d'Iran joue dans un stade entouré d'Iraniens en exil qui protestent contre le gouvernement iranien, sous un drapeau interdit à la fois par FIFA et par le régime iranien, tandis que le président américain menace publiquement l'Iran sur une chaîne câblée la veille de son match. Ce n'est pas un mondial. C'est une chambre géopolitique avec une pelouse au milieu. Permettez-moi de vous donner le tableau de ce que signifie le contexte du détroit d'Ormuz à ce moment précis, car je crois qu'il se perd dans la couverture foot et les titres sur les visas. Le détroit d'Ormuz est une voie maritime large de 33 km entre l'Iran et Oman, par laquelle transite environ 20% de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole. Lorsque Trump est entré en guerre contre l'Iran plus tôt cette année, le détroit a été fermé pendant une période suffisamment longue pour retirer 50 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole des USA et pousser les rendements du Trésor à des sommets inédits depuis 18 ans. Les ménages américains ont payé environ 41 milliards de dollars de coûts supplémentaires de carburant pendant le conflit. Voilà le bilan économique de la dernière fois que le bras de fer Washington-Téhéran a dépassé la table des négociations. La guerre s'est achevée par un mémorandum signé à Versailles. La question nucléaire a été reportée à une fenêtre de 60 jours. Cette fenêtre n'est pas refermée. Et le 22 juin, Trump est retourné à la télévision pour dire que les USA maintiennent toute une série d'options et pourraient y devenir l'ange gardien du détroit, en prélevant des péages de 20% sur chaque baril qui y transite. Il a dit cela un dimanche. Le match de mondial de l'Iran contre la Belgique avait lieu 24 heures plus tard. Le calendrier n'est pas une coïncidence. Ce n'est jamais une coïncidence avec cette administration. Chaque déclaration est calibrée. Chaque apparition médiatique est un levier. Le match de football est le décor, pas l'histoire. Ce que je trouve étrange, et j'essaie encore de déterminer si c'est étrange ou simplement évident, c'est que personne dans la structure médiatique du mondial ne relie ces deux éléments en temps réel. Les rédactions sportives couvrent le match. Les rédactions politiques couvrent la déclaration sur Hormuz. Et l'écart entre ces deux rédactions est l'espace dans lequel toute la situation fonctionne sans être examinée. Il faut tenir le cadre géopolitique et le cadre sportif dans la même main, simultanément. La plupart des médias ne sont pas conçus pour cela. La plupart des couvertures ne sont pas pensées pour cela. Mais les responsables américains comptent sur l'existence de cet écart. Car tant que l'histoire sportive et l'histoire politique restent séparées, personne n'a à répondre à la question de savoir ce que signifie le fait que les deux arrivent au même pays, dans la même ville, la même semaine. Andrew Giuliani a confirmé que les restrictions restaient en place. Il l'a dit clairement. L'Iran ne sera pas autorisé à prolonger ses séjours. Elle fonctionnera dans la fenêtre de 24 heures. Le comité américain maintient sa position.
Lorsqu'on lui a demandé si ces restrictions compromettaient l'équité sportive, la réponse, en substance, a été que les joueurs avaient non leur visa et que les matchs seraient joués. C'est la même logique que lorsque la FIFA affirme que l'affluence était de 44 985 spectateurs, car des personnes avaient scanné leurs billets avant de rester dans les coursives. Défendable techniquement, pratiquement insultant pour quiconque voit ce qu'il voit. Les chiffres de cette histoire méritent d'être énoncés clairement. 15 membres de la délégation iranienne au Mondial se sont d'abord vus refuser des visas américains. 4 ont obtenu gain de cause en appel. 11 restent interdits d'entrer aux USA. L'Iran a franchi une frontière internationale pour rejoindre ces matchs et est rentré le soir même à chaque rencontre. Les 2 plus hauts responsables de la fédération ne peuvent pas entrer dans le pays où leur équipe dispute la compétition. La déclaration Trump du 22 juin sur l'Iran est intervenue moins de 36 heures avant le match de phase de groupe de l'Iran. La fenêtre de négociation nucléaire de 60 jours différée à Versailles est en train de s'épuiser. Aucun de ces chiffres n'est une opinion ni un point contesté. Ce sont les faits des faits actuellement dans le tournoi que le président a dénoncé comme l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Je veux dire ceci sur FIFA, car j'y pense depuis toute la semaine. La position de FIFA dans cette affaire, mesurée à ses actes, non à ses mots, est que les prérogatives de l'hôte l'emportent sur les droits d'un participant, tant que les joueurs sont physiquement présents les jours de match. Voilà la politique réelle telle qu'elle est appliquée. L'institution qui a publié des règles garantissant aux équipes le droit de voyager 2 jours avant un match, et qui a promulgué une charte affirmant que le football était au-dessus de la politique a, en fait, permis au Washington de limiter les déplacements de l'Iran, d'interdire ses dirigeants et de rejeter ses demandes de voyage. Pendant que le président américain profère des menaces contre ce même pays à la télévision nationale. Le président de FIFA, qui a remis un prix de la paix à Trump. L'organisation de FIFA, basée en Suisse, est fière de sa neutralité politique. La même FIFA qui interdit un drapeau à l'entrée tandis qu'une crise politique se déroule dans le stade qu'elle est censée contrôler. Je ne suis pas là pour dire ce que la FIFA aurait dû faire. Je vous dis ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, c'est choisir l'hôte plutôt que l'équipe, à chaque fois que les deux sont entrés en conflit. Il y a encore une couche que je veux ajouter avant de conclure, car c'est elle qui donne à tout le reste un sens d'une autre nature. L'Iran s'est qualifié pour cette mondiale dans un groupe comprenant des adversaires venus de toute l'Asie. Les Iraniens ont disputé leur match de qualification. Ils ont gagné leur place. Ils ont suivi le même processus que les 48 autres équipes de ce tournoi. Puis, en arrivant à la compétition, ils ont découvert que l'hôte avait structuré leur participation selon une logique qui n'avait rien à voir avec la qualification sportive et tout à voir avec l'hostilité diplomatique. Les 11 responsables qui ne peuvent pas entrer aux USA n'ont pas été identifiés comme des risques de sécurité dans le cadre d'une quelconque procédure publique. La restriction d'entrée le jour même n'a été appliquée à aucune autre équipe. La demande de voyage à MD2, une demande que les règles de FIFA permettent techniquement, a été refusée spécifiquement à l'Iran. Lorsque l'on met tout cela bout à bout, le schéma n'a rien d'ambigu. C'est une application ciblée du pouvoir administratif de l'hôte contre une seule équipe, fondée sur la relation diplomatique entre l'hôte et la nation de cette équipe. Pas sur des critères sportifs, pas sur des règles universelles du tournoi appliquées de manière égale, sur la politique. Et l'instance du football qui affirme se tenir au-dessus de la politique a laissé faire. Soyons aussi honnêtes sur un point dont je ne suis pas certain, car l'honnêteté compte davantage ici qu'un récit lisse. Je ne sais pas si l'équipe d'Iran a moins bien joué à cause de ces restrictions qu'elle ne l'aurait fait autrement. Je ne sais pas si le passage de la frontière le jour même, l'absence de 11 dirigeants, le camp de base à Tijuana, l'absence d'une fenêtre de préparation à MD2, je ne sais pas quelle part de tout cela se traduit en désavantages compétitifs mesurables, et quelle part relève d'une friction qu'une équipe bien préparée peut absorber. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que personne ne devrait avoir à le découvrir. Les conditions dans lesquelles une équipe dispute un mondial ne devraient pas inclure le président de l'hôte menaçant son pays sur une chaîne câblée la veille de son match. Cela devrait être un minimum. Le fait que cela se soit produit et que la réponse institutionnelle ait été le silence est la donnée qui compte. Pas le score ni le classement, la réponse institutionnelle, parce que c'est elle qui détermine ce qui se passera la prochaine fois. Le tournoi continuera, les matchs seront joués, l'Iran ira au bout de sa phase de groupe. Mais le fait qui demeure après tout cela n'est pas le score d'un match particulier, c'est que le Mondial 2026 a établi, en fait et sans contestation formelle,
qu'un hôte peut mener des opérations géopolitiques actives contre une équipe pendant le tournoi, que le président de l'hôte peut proférer des menaces explicites contre la nation de cette équipe pendant les groupes, que 11 responsables chargés de gérer une sélection peuvent être physiquement exclus du pays qui organise la compétition, et que rien de tout cela ne suffit à déclencher une réponse formelle de protection de la part de l'organisation qui prétend gouverner ce sport. Le football a été joué, les drapeaux ont été confisqués, les dirigeants sont restés à Tijuana, Trump a fait sa déclaration, et le monde a regardé tout cela en l'appelant un mondial. Ce que je ne sais pas, et je ne dis pas cela par effet de style, je garde cette vraie incertitude. C'est si les pays qui regardent cela le rangent dans leur mémoire comme une exception, ou comme un modèle,